Caroline Brugeil, bonjour. Vous êtes démographe et vous avez co-dirigé la publication de l'Atlas mondial des femmes, une coédition autrement INED. Cet Atlas mondial des femmes est sous-titré « Les paradoxes de l'émancipation ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, ça veut dire qu'on observe aujourd'hui des avancées dans la situation des femmes et des avancées dans l'égalité entre les hommes et les femmes, mais que ces avancées, elles sont inabouties et qu'on assiste même à un déplacement, à un renouvellement de ces inégalités. En fait, il y a encore des différences importantes dans la situation des hommes et des femmes. Les progrès qu'on a relevés ne s'observent pas dans tous les domaines, ni dans tous les contextes géographiques, socio-économiques. Et enfin, les inégalités entre les femmes elles-mêmes sont très importantes. Alors, je vais par exemple prendre l'exemple de l'éducation. En termes d'éducation primaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près la parité, partout, quasiment dans le monde, mais les filles sont encore très en recul sur l'enseignement secondaire ou sur l'enseignement supérieur. Et de plus, même si elles font des études assez longues, en termes d'orientation scolaire, on va retrouver une ségrégation assez forte avec des orientations principalement féminines ou des orientations principalement masculines. Pour les premières, plutôt les lettres, la santé, l'éducation, les sciences sociales, et puis les sciences dites dures, l'informatique, l'ingénierie pour les garçons. Et ça va avoir des impacts dans le monde du travail, où on va retrouver un petit peu des professions différentes, des positions hiérarchiques différentes, et un accès moindre des filles et des femmes aux professions socialement, économiquement valorisées. Ça, il faut l'associer aussi au fait que cette implication plus forte des femmes dans le monde du travail n'est pas allée de pair avec une répartition plus équitable des tâches dans la sphère privée. Et donc, les femmes vont prendre en grande partie en charge toute l'organisation domestique, toute l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ce qui fait que finalement, elles sont investies dans le monde professionnel, elles ont des revenus mais qui sont moindres, elles participent donc à la richesse, mais elles en tirent moins de bénéfices, alors qu'elles y participent grandement, justement en plus par ces travaux domestiques, par la prise en charge de la dépendance. Et pour continuer alors dans ces exemples concrets, est-ce qu'on peut repérer des domaines où les inégalités hommes-femmes se sont vraiment atténuées et d'autres où elles auraient reculé ? C'est assez compliqué de dresser des listes du fait justement de ces déplacements, de ces renouvellements. Et puis sur certains domaines, en fait, avant, on n'avait pas forcément d'études très poussées. Je pense par exemple aux féminicides, qui sont des crimes à l'encontre des femmes, justement parce qu'elles sont des femmes et qui peuvent prendre plein de formes différentes, qui vont des avortements sexo-sélectifs de fœtus de filles aux crimes d'honneur, crimes de dot, crimes sexuels, et qui finalement étaient mal connus avant et qui le sont mieux aujourd'hui. Donc c'est difficile du fait de ces évolutions de classer réellement et de voir s'il y a vraiment une évolution positive du fait d'une meilleure connaissance aujourd'hui et surtout du fait de renouvellement, de recombinaison de ces inégalités. En même temps, il y a eu des avancées très nettes dans le droit, par exemple, mais les droits ne sont pas toujours appliqués. Cela dit, les domaines où justement il y a une déficience du droit qui ne va pas poser l'égalité sont ceux où bien sûr où les femmes ont le plus de mal à voir leur situation s'améliorer. Alors je pense par exemple au domaine de l'héritage et de la propriété. C'est vraiment des domaines où encore les droits à l'égalité ne sont pas acquis. Dans beaucoup de sociétés, les femmes ont du mal à hériter. Et s'il y a un droit égal qui leur donnerait un accès en principe égal à l'héritage, dans les faits, elles n'arrivent pas à le faire valoir, ce qui fait que les femmes sont en retrait sur les titres de propriété. L'OCDE a fait une étude, par exemple, sur 121 pays, hors OCDE, et qui montre que les femmes sont propriétaires de 15% des titres de propriété. Possèdent seulement 15% des titres de propriété. Mais même dans les pays occidentaux, vu qu'elles ont moins de revenus, elles ont moins accès au crédit et elles sont moins propriétaires. Donc voilà, ça c'est un exemple, par exemple, de résistance très forte dans le domaine économique et de l'héritage, de la possession de propriété, où les avancées sont assez faibles. Et est-ce qu'on peut repérer les facteurs qui permettent une évolution positive de la situation des femmes et une réduction des inégalités entre sexes ? C'est une question compliquée et en fait auquel il faut répondre à plusieurs niveaux. Parce que de façon générale, les facteurs qui sont vraiment primordiaux, c'est le droit, effectivement, comme je le disais. Le droit, la volonté politique d'appliquer ces droits,
Globalement l'action publique qui est très importante pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la situation des femmes. Donc ça c'est un niveau de réponse générale. Ces droits et cette volonté politique, on va dire, et publique, elle est souvent associée à une prise de conscience au niveau national ou international par les gouvernements. Et ces prises de conscience, elles sont souvent portées quand même par des organisations, par des mouvements de femmes, des mouvements féministes ou des mouvements, on va dire, humanistes plus globalement, qui vont tenter de promouvoir cette situation des femmes. Donc ça, c'est un premier niveau, j'allais dire, général. Après, plus concrètement, vraiment, le facteur clé de l'évolution de la situation des femmes, c'est l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, vraiment, va donner aux femmes une autre place dans la famille, dans la société. Ça va les faire sortir justement de l'institution familiale et leur donner accès à d'autres institutions. Et ça va vraiment, là, c'est vraiment un continuum, ça va tout changer. Dire leur relation conjugale, la relation entre la sexualité et la conjugalité, le choix du conjoint, ça va changer justement leur place économique, leur place dans la sphère politique. Voilà, c'est vraiment l'élément clé de base, c'est promouvoir l'éducation. Est-ce qu'il y a des domaines où on cerne des retours en arrière ? Des retours en arrière à proprement parler, non. Mais comme je vous le disais, comme ça se recompose, se déplace, et puis il y a de très nombreux acquis qui s'avèrent vraiment être très fragiles. Alors l'emploi des femmes dont on parlait, on sait aussi que c'est les femmes qui sont dans des situations les plus précaires, le plus souvent au chômage, et par exemple leur emploi va souvent être un peu une variable d'ajustement en cas de crise économique. On assiste aussi à un petit peu ce qu'on pourrait appeler des radicalisations ou des retours de bâton. Alors, je pense par exemple sur l'avortement. Il y a des pays, il y a eu par exemple des remises en question en Espagne récemment, où je pensais au Mexique. Globalement au Mexique, l'avortement était interdit sauf en cas de viol et pour sauver la vie de la mère, enfin de la femme plutôt. Et en fait depuis 2007, c'est permis dans l'État de Mexico qui a dépénalisé l'avortement. Depuis, en réponse à cette dépénalisation juste de l'État de la capitale, de Mexico, certains États, c'est un État fédéral, certains États se sont dotés de législations encore plus répressives et en particulier ont inscrit dans leur constitution le droit de l'enfant à naître. Et une fois qu'on a inscrit dans la Constitution le droit de l'enfant à naître, évidemment, il est absolument impossible de dépénaliser l'avortement. Donc c'est un exemple de radicalisation qui va entraver vraiment l'évolution de la situation des femmes. Après, maintenant, les retours en arrière, sans être des retours en arrière, il y a des résistances très fortes. En politique, par exemple, on voit bien que la place des femmes a vraiment du mal à évoluer, que la parité, on en est vraiment loin. Donc les résistances, sans parler forcément de retour en arrière, les résistances sont très fortes. Et rien n'est jamais acquis. Qu'est-ce que l'approche cartographique, le choix de faire un atlas, apporte comme éclairage spécifique sur la situation des femmes dans le monde ? Alors, en fait, un atlas, c'est pas que des cartes, mais un atlas, c'était très important d'objectiver au maximum ces différences, cette situation des femmes, les différences selon les contextes. Et un atlas, ça permet justement et la démarche qu'on a adoptée, de faire appel à des spécialistes des différents sujets, de fonder les analyses sur des données fiables, que ce soit des données quantitatives, beaucoup, mais aussi qualitatives, et puis c'est des données qui sont issues de la démographie, mais aussi de l'économie, de la sociologie, de l'histoire. C'est un petit peu cette idée d'asseoir sur des bases solides cette analyse de la situation des femmes, de l'évolution des inégalités entre hommes et femmes, parce que justement c'est un sujet où on peut très vite être renvoyé dans une dimension, on va dire, militante ou de parti pris en disant que finalement cette idée, la situation des femmes, elle s'est beaucoup améliorée, que les inégalités, elles sont inexistantes et qu'aujourd'hui l'égalité homme-femme est avérée et que le discours qui consiste à dire le contraire est un discours partisan. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une démarche scientifique, d'objectiver les situations, de pouvoir rendre compte d'évolutions historiques, de pouvoir rendre compte de situations très très diverses. Et pour ça, précisément la cartographie, ça permet de synthétiser et de donner du sens. La cartographie ou d'autres représentations graphiques permettent de synthétiser de nombreuses données, de leur donner du sens, et puis l'aspect visuel est très pédagogique et plus agréable. Donc c'est un moyen de faire passer le message aussi.
Et ce qui est frappant quand on lit cet atlas, c'est que effectivement, en plus des inégalités hommes-femmes, on cerne à quel point il y a des inégalités géographiques. Est-ce que entre les femmes, est-ce qu'à partir de là, on peut parler d'une condition féminine en général? Le terme condition féminine, c'est vrai qu'on ne l'emploie plus tellement. Il y a de très grandes disparités, c'est sûr. Hein, c'est pas du tout la même chose d'être une femme en France et d'être une femme au Mali ou en Arabie Saoudite. Les disparités sont très grandes. Mais en même temps, on va quand même avoir des processus identiques dans les différents contextes. On observe partout un continuum entre les formes d'inégalité. Et donc, je vous disais, des processus qui vont être communs. Alors, ça va être à des niveaux, sous des formes différentes, mais l'articulation entre les différentes formes d'inégalité, on va retrouver ça partout. Elles se renforcent les unes les autres, elles se déplacent, se recomposent, mais elles y sont à des niveaux différents. Et puis, quand même, le substrat de ces inégalités qu'on va retrouver partout, hein, le continuum qu'on va retrouver partout, il est fondé quand même sur des définitions du masculin et du féminin, des attentes, des rôles sociaux, qui ne vont pas être définis de la même façon partout, exactement, mais qui souvent quand même introduit des inégalités et une dévalorisation pour les femmes. Et sont souvent très pénalisantes. Donc en fait, sur les processus et cette idée de continuum entre les différentes sphères de vie, on va la voir partout. Merci beaucoup. Merci à vous.